peux faire du lending. Je pense à des plateformes comme October où tu peux aller prêter à des PME. Tu peux aller aussi investir dans des boîtes. Je pense à SoWeFund par exemple. Ah non, c'est dingue. Moi, je suis ébahie. Toi, ça fait 4 ans que j'ai lancé mon podcast. J'ai eu 300 invités. Et donc, je fais une veille continue sur plein de boîtes. Et à chaque fois, je suis épatée en me disant, mais c'est incroyable, il y a ça, c'est encore disponible. Mais je pense qu'il n'y a pas nécessairement une maturité des consommateurs traditionnels sur ces classes d'actifs qui sont quand même des classes d'actifs alternatifs. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Ces dernières années, les offres de produits financiers et plateformes innovantes se sont multipliées, donnant accès aux particuliers à des types de produits jusqu'alors disponibles uniquement par les professionnels. Comment tout cela fonctionne en coulisses ? Quelles sont ces innovations auxquelles on doit se préparer dans le secteur de la finance ? C'est le sujet de ma conversation, ma réflexion du jour avec Solène Niederkorn, notre invitée du jour. Issue du monde financier traditionnel, Solène anime un super podcast de plus de 250 épisodes dédié à l'innovation dans la finance. Si le sujet t'intéresse, je te le recommande vivement. Elle a donc un point de vue unique de parler quotidiennement aux acteurs de finance, de fintech, des banques et des acteurs financiers qui tirent l'innovation dans les produits et les services financiers. Au cours de la conversation, on aborde l'évolution du secteur financier, l'impact des fintech, les défis auxquels elles sont confrontées. On parle aussi des risques auxquels les consommateurs ne sont pas tous conscients lorsqu'ils souscrivent à un nouveau service, les opportunités que le Web3 apporte et l'évolution des comportements face à l'épargne et l'investissement. Une conversation, tu l'entendras, très chill avec une solo entrepreneur et maman de 4 enfants que j'admire beaucoup, qui m'inspire pour mon podcast. J'espère que la conversation, d'ailleurs, t'encouragera à aller un petit peu plus loin dans les rouages de la finance et à aller dépasser peut-être le point de vue un peu austère facialement que ce secteur donne pour entendre. Tu entendras dans cette conversation, d'ailleurs, Solène fait référence à des épisodes qu'elle a produits sur le podcast, donc je t'inviterai à les suivre. Avant de démarrer, je te rappelle que si tu apprécies ce podcast, tu peux nous aider à le faire connaître en le partageant auprès de ton entourage, en t'abonnant et en laissant, si tu l'acceptes et si tu souhaites nous aider, un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Je compte sur toi. Allez, sur ce, on part dans les coulisses de l'innovation dans la finance avec Solène. C'est parti. Hello Solène, bienvenue chez Les Investisseurs 4.0. Salut Paco, merci de m'inviter. Merci à toi d'avoir accepté, c'est très cool. Ça fait un moment que pour tout te dire que je voulais te recevoir sur le podcast. Je trouvais juste pas un angle en fait sur lequel pouvoir avoir une discussion ensemble et je suis très content qu'on puisse quand même y arriver parce que l'idée du podcast, nous, de mon côté, c'est vraiment de présenter aux gens qui veulent investir de manière générale, on va être dans l'immobilier, aussi en finance, de manière dans la bourse, la crypto, même un peu des méthodes un petit peu pour être un peu mieux informé et c'est vrai que c'est assez c'est assez quand même spécifique et du coup là je voulais te proposer ensemble d'aller un peu plus sur l'envers du décor et de comprendre comment en fait les produits même qui sont proposés aux investisseurs peuvent arriver et être offerts et comment ils fonctionnent de manière générale, mais plus avec ta casquette en fait de connaisseuse de l'architecture en fait de finance de manière générale, et tu vas nous en parler un peu plus. Une intro qui est beaucoup plus longue que je l'avais imaginé, mais écoute, ce que je te propose, c'est peut-être de te présenter pour les gens qui vraiment te connaissent pas encore. Ok, donc Solène Niederkorn, je suis franco-luxembourgeoise et je suis mariée, j'ai 4 enfants et je suis fan de trail pour ceux qui aiment ça. Et par ailleurs, professionnellement, donc j'ai pas mal navigué dans la finance traditionnelle, dans des grands groupes financiers comme UBS, qui est une grosse banque suisse, qui a racheté Crédit Suisse il y a pas longtemps, donc je pense que tout le monde est au courant, ou une plus petite banque privée qui s'appelle Lombardier. Je fais ça pendant une 15aine d'années. Et j'étais un peu attirée par l'entrepreneuriat, donc j'ai créé une boîte en parallèle de mon job. Je voulais être entrepreneur dans la tech, tu vois. J'ai rejoint un programme pour les jeunes start-upers qui s'appelle Newco, qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur pas mal de sujets. Puis finalement, ça n'a pas fonctionné. J'ai rejoint une boîte dans la RegTech. Et puis depuis 5 ans, je suis solopreneur. J'ai développé
un podcast qui s'appelle FinScale et je conseille pas mal de boîtes dans le secteur financier, des acteurs traditionnels ou des nouveaux acteurs sur le montage de structures, de véhicules d'investissement dans le secteur un peu partout en Europe. Voilà, Ouais, c'est assez extensif, hein, désolé. J'ai non, pris mais le temps. parfait. Non, c'est top justement, mais vraiment un parcours vraiment dense en fait. Si je comprends bien en fait un peu là, comment il s'articule, t'as bossé en corporate vraiment dans des boîtes au préalable. Ensuite, tu t'es mis sur la fintech, le milieu start-upper, mais en association, c'est ça. Et après, tu t'es dit, bah, je vais rester, je vais me mettre indépendante, Ouais. mais rester dans la même industrie, ce qui est quand même pas forcément facile d'ailleurs, parce que c'est quand même une industrie, un secteur très pointu, très habituellement plutôt géré en groupe. Tu vois, c'est pas courant d'avoir des solopreneurs dans ce milieu. Non, tout à fait. Alors, il y a pas mal de personnes qui sont indépendantes, qui vont conseiller des familles, qui vont conseiller des fonds, des banques et autres. Mais c'est vrai que dans la fintech, il y en a pas beaucoup parce que c'est un secteur qui est très complexe et vous allez comprendre, hein, les auditeurs qui nous écoutent vont comprendre à quel point c'est complexe et surtout ça change suivant les pays. Moi, ce qui est intéressant, c'est que j'avais bossé, tu vois, en Belgique, en France, au Luxembourg, en Suisse, j'ai pas mal rayonné dans différents pays européens, ce qui me donne une approche assez transfrontalière. Et c'est vrai qu'en effet, il y a peu de personnes qui développent leur activité tout seuls sur ce sujet-là particulièrement. C'est quoi, tu dirais, la ligne conductrice en fait dans ton parcours depuis le démarrage que dans ce milieu-là et jusqu'à aujourd'hui sur tes points de contact finalement à toi avec la finance de manière générale, hein, peut-être on peut commencer par là et pour après définir un peu plus dans quel usage, pour quelle personne, dans quel contexte et comment ça bouge. Les points de contact. Quel a été mon fil conducteur? Ouais, quel est peut-être ton qu'est-ce que dans ton parcours la finance de manière générale, comment tu l'as abordé, si ça a été toujours de la même manière au travers de ton parcours ou si tu l'as abordé de manière différente en fait. Juste ton parcours toi la finance en imaginant que la finance avec un gros F ça soit tu vois un individu, enfin en tout cas voilà. Écoute, j'ai toujours agi de façon passionnée. J'ai toujours suivi un peu mon cœur sur les projets dans lesquels j'ai été amenée, que j'ai été amenée à rejoindre, et dans une logique assez pragmatique. Et ce qui est intéressant et ce que tu retrouves quand même pas mal dans le parcours que j'ai eu, c'est que je me suis quand même retrouvée à chaque fois dans des grands groupes au départ, des plus petites boîtes après, mais au tout début du lancement d'une activité. Par exemple, quand j'ai rejoint UBS, il y avait 10 personnes en Belgique et il y avait tout à faire. On était 2 sur la gestion. On avait en gros 2 contrats, un mandat de gestion discrétionnaire, un mandat de gestion conseil, et fallait construire tout le reste, c'est-à-dire commencer à ouvrir. Je sais pas si ça t'intéresse que je rentre dans ce niveau de détail, mais il y avait pas du tout d'offre de private equity, donc on s'est mis à monter en collaboration avec le groupe, bien sûr, une offre private equity. Pareil pour les produits structurés, il y avait rien, donc on a tout monté. Quand j'ai rejoint Lombardier, j'étais la première employée sur Luxembourg. Et donc il a fallu monter tout le bureau. Au départ, j'étais toute seule, donc c'était assez intéressant. Et tu vois, en fait, tout au fur et à mesure que j'ai suivi ces différentes aventures, c'était vraiment toujours très entrepreneurial. Et qu'est-ce que tu dirais qu'est-ce qui a évolué dans ce secteur de la finance au travers de peut-être des 10-15 dernières années jusqu'à aujourd'hui? Quels sont les grands changements peut-être auxquels il faut avoir prêté attention ou qui peut-être bouleverser les façons de fonctionner dans ce secteur? Alors le premier, et je pense que c'est une surprise pour personne, c'est le volet conformité réglementaire, réglementation. Si tu veux, en fait, j'ai connu moi au tout début quand j'ai commencé à bosser en 2003 pardon. Il n'y avait pas encore eu la crise financière, il y avait encore des places offshore à Luxembourg, en Suisse. Donc la finance en Europe, en tout cas, n'avait absolument rien à voir avec ce qu'on voit maintenant. Ensuite, il y a eu des réglementations avec des acronymes terribles comme MiFID, MiFIR, EMIR,
et puis les directives de paiement, enfin voilà, un certain nombre de directives et de règlements qui sont sortis en Europe et qui ont vraiment changé en fait la nature des interactions, alors des banquiers, parce que j'étais dans la banque plutôt à ce moment-là, avec leurs clients. Donc ça a été un des premiers chocs. Et puis le deuxième point que je trouve intéressant, c'est l'avènement de la fintech et en fait de toute la technologie et pas uniquement en fintech, mais tu peux le décliner dans toutes les différentes verticales de la finance, dans la fintech, payment tech, etc. Et ça a changé la nature des relations des établissements financiers avec leurs clients ou les clients de leurs clients. Donc soit d'un point de vue B2B, soit d'un point de vue B2C. Et on y reviendra, mais c'est formidable parce que ça a permis de donner accès à beaucoup plus de savoir, donc à rendre la finance plus accessible à un plus grand nombre et à rendre un certain nombre d'instruments financiers également plus accessibles à une plus grande population. Et tu dirais que c'est un moment qui s'est accéléré sur un certain période de temps, peut-être dernièrement, sur les dernières années, ou est-ce que c'est quelque chose qui a été assez continuel en fait, à mesure que d'un côté les fintech construisaient des offres toujours un peu mieux structurées, et que de l'autre peut-être, hein, je sais pas, la demande était aussi plus informée, plus éduquée, plus aussi à même de vouloir s'aventurer sur des choses peut-être que ne leur proposaient pas leurs banquiers traditionnels. Comment tu... Bah, écoute, il y a eu un point qui est quand même assez marquant, c'est à partir du moment où il a commencé à y avoir pas mal de financement en Europe. Alors sur les écosystèmes, par exemple français, il s'est mis à y avoir des boîtes avec des financements qui leur permettaient de construire des produits quand même assez sexy, ou alors des boîtes internationales. Je pense à Revolut qui commençait ou N26 qui ont commencé à lorgner sur différents marchés européens. Ça, c'est une première chose. Et puis après, bien sûr, les acteurs financiers traditionnels qui ont commencé à voir au départ ces acteurs de la fintech un peu comme des barbares, comme des concurrents. Et en définitive, ça s'est mis en place plutôt comme comme de la coopétition, si tu veux. On coopère, on fonctionne ensemble avec un certain nombre de modèles d'affaires vertueux ou pas pour travailler ensemble. Donc de la collaboration, des partenariats, mais également des rachats et puis et des moins fréquents mais aussi intéressants de l'intrapreneuriat, c'est-à-dire valoriser des entrepreneurs dans les grands groupes qui montent des offres vraiment sur des use cases spécifiques. Ah, je connaissais pas ce modèle. Donc, il y a des gens qui travaillent dans les grands groupes, qui sont Oui. comme si c'était entrepreneurs à leur compte. Enfin, j'imagine, ou salariés peut-être quand même en payroll. Oui, tout mais à fait. ouais. Je pense à Forge. C'est une belle initiative de la Société Générale. Et Forge, ça a été créé au sein du groupe. Ensuite, c'est devenu une filiale du groupe Société Générale, mais ils ont développé ça un petit peu comme un terreau d'idées au départ au sein du groupe. J'avais fait un épisode parce que j'ai mon podcast FinScale qui voilà, et je vais aller pêcher ce genre d'informations vraiment spécifiquement sur le sujet avec par exemple le groupe HSBC et voilà, au sein du groupe ils ont réussi à mettre en place ces process, même si on sait que c'est quand même plus compliqué quand tu es au sein d'un grand groupe que en externe tout seul dans ton garage. Ouais, c'est sûr. Et est-ce que aussi, toujours avec ce point de vue macro, entre banque, assurance, fintech, parfois on a l'impression que toutes sont à peu près équivalentes dans certaines offres de produits. Est-ce qu'il y a, tu parlais peut-être de rachat d'entreprise, est-ce qu'il y a un mouvement aussi de consolidation dans l'industrie? Est-ce que si on voit un petit peu l'avenir, on peut imaginer qu'il n'y aura plus que des grosses sociétés d'assurance ou que des grosses banques, ou au contraire que ça va être très éclaté? Comment tu vois l'univers de manière vraiment globale? Écoute, ça a pas mal évolué. Il y a eu, en fait, c'est très dépendant de la culture je pense aux grands groupes, le positionnement des grands groupes face à ces acteurs-là. Ça va dépendre de la culture du grand groupe et de l'appétence pour le codir, pour nouer ce genre de partenariat. Donc, par exemple, le groupe BNP, tu vois, a racheté Nickel. Je sais pas si ça te parle, Nickel. Voilà, a fait des rachats comme cela. Tu as eu le même genre d'initiative par le groupe Arkea, mais à l'époque où le CEO en place était très fan de fintech. À partir du moment où lui a quitté, il s'appelle Ronan Lemoal, il est maintenant entrepreneur, investisseur, il a créé Épopée Gestion. Et quand il a quitté le groupe, c'est vrai qu'il y a eu moins d'appétence de la part de la nouvelle direction. Donc ils ont finalement liquidé, enfin ils ont vendu les participations qu'ils avaient, par exemple, je pense à MangoPay, qui a été ensuite vendu à Advent International. Donc voilà, c'est assez différent
différent. Et c'est vrai que avec ce qui se passe, avec un petit peu les soucis qu'ont eu pas mal de fintech pour lever des fonds ces derniers mois, tu te retrouves quand même dans une logique de consolidation. Et puis pas mal d'acteurs qui souffrent en fait maintenant parce qu'ils sont pas parvenus à lever à nouveau. Il y a eu quand même des valos qui étaient explosives, enfin énormes au moment de la crise du Covid. Donc là, on est un petit peu redescendu sur terre. Donc je pense qu'on est un petit peu dans une zone d'incertitude. Et encore une fois, ça évolue suivant les marchés. T'as pas le même paysage en France, au UK, dans les Nordics, en Europe du Sud, etc. Ouais, c'est vrai que justement, je voulais en venir avec toi sur ce que, enfin, les mois des fintech en ce moment, il est né du fait de trop grosse valorisation et du coup, d'un refroidissement juste derrière parce qu'il y avait des excès justement dans les valos. Comment tu expliques peut-être que ils ont autant de mal à lever dans la fintech? Est-ce que c'est lié à un effet enfin à quelque chose d'exogène ou macro C'est pas ou autre? nécessairement que la fintech, c'est la tech en général. Il faut remonter aussi à ceux qui vont investir dans ces boîtes-là, qui sont les fonds et les fonds d'investissement dans le capital risque, ont levé moins facilement auprès de leurs limited partners, les LPs, qui eux ont, si tu regardes l'asset allocation, l'allocation d'actifs des fonds de pension, ils réduisent clairement la voilure sur le non coté, sur le private equity. Donc le VC étant une des branches du PI, tu vas te retrouver avec des fonds qui sont plus petits. Donc forcément, si tu déploies moins d'argent, tu peux moins investir dans la tech. Donc ça c'était quand même assez marquant. Donc ça a eu un impact, je dirais, ces 18 derniers mois. Ouais, il y avait juste tout simplement moins d'appétence des gros investisseurs au final en amont, moins d'argent et donc ok, pas fintech ou pas fintech, startup quoi de manière générale. Ouais, tout à fait. Ouais, je veux dire, voilà. Et puis, c'est vrai que c'est plus compliqué de lever. Les valos ont baissé. Il y a quand même eu un ralentissement économique. Donc, nécessairement, tu vas avoir un impact immédiat sur la valo de ta boîte. Et c'est vrai que, notamment, il y a eu quand même un trend très positif sur la fintech au moment du Covid. Et puis, ça s'est ralenti. Tu sais, ça fonctionne quand même par mode. Maintenant, ensuite, il y a eu le Web3, la crypto. Et puis, maintenant, c'est plus tout ce qui est autour de l'IA. Donc, tu as quand même un phénomène un peu d'emportement de la classe VC sur des thèses d'investissement. Ouais, tout à fait. Alors, je voulais justement t'emmener un peu sur ce terrain des produits qui sont nés juste après, enfin, pendant le Covid, après le Covid, juste après le Covid, parce que on a cette impression, de point de vue consommateur, de ces outils et investisseurs de manière générale, particulière en tout cas, qu'on a une multiplication énorme de plateformes en fait, de types d'actifs sur lesquels se positionner, de types de formes en fait d'actifs sur lesquels se positionner. Tu vois, crowdfunding, IMO, crowdlending. Même tu vois ce que t'es ETF, et ce qui est compliqué à comprendre de point de vue consommateur, c'est quels sont le niveau en fait déjà comment fonctionnent ces mécanismes. Est-ce qu'ils ont tout à peu près les mêmes types de fonctionnement, ou est-ce qu'il y en a qui ont des fonctionnements peut-être un peu plus boîte noire, un peu moins transparent, un peu plus risqué, un peu moins risqué, tu vois, ça se faire une sorte de panorama des plateformes telles que des manières en fait d'atteindre l'épargne des Français qu'on a connues pendant Covid, quoi. Alors c'est une question un peu piège parce que tu peux aussi bien te questionner sur les types de sous-jacents qui sont mis en place, les plateformes qui sont disponibles pour les consommateurs. Moi, ce que je trouve assez marquant, c'est l'avènement des plateformes de crowdfunding avec plein de déclinaisons qui existent. Donc, tu peux avoir, par exemple, tu peux faire du lending. Je pense à des plateformes comme October, où tu peux aller prêter à des PME. Tu peux aller aussi investir dans des boîtes. Je pense à SoWeFund, par exemple. Et donc, le principe est toujours le même. Tu vas quand même avoir un pool d'investisseurs privés qui va aller investir dans ces sociétés pour soit investir dans de la dette, soit investir dans de l'equity, ou pas uniquement des boîtes, ça peut être en effet dans l'immobilier, mais c'est un petit peu toujours ce même principe. Le point le plus important en tant que consommateur, pour moi, c'est toujours la capacité que tu as à attendre, et 2, perdre potentiellement ton capital. Tu parlais notamment moi je pensais au private equity notamment, qui sont des offres qui vont émerger aussi de façon importante. Et ta réponse finalement, pour moi, elle est claire, mais je suis pas sûr que
les consommateurs, elles l'ont toujours en tête quand ils voient des types d'offres passer devant, et on voit plutôt le rendement, on voit pas forcément l'illiquidité d'un actif Ouais, ouais. ou son risque. Alors il y a un point, il y a un enjeu clairement de connaissance client. La connaissance du consommateur sur les sous-jacents, en fait, qui est pour moi assez lacunaire. En fait, si je te prends l'exemple, par exemple, de Altarock. Donc Altarock, c'est une plateforme qui donne accès à des fonds de private equity avec des tickets qui sont quand même assez modestes, entre guillemets, quand tu compares avec le ticket minimum qu'il faut pour rentrer dans un fonds de private equity. Donc en fait, ils poolent, si tu veux, des actifs de consommateurs et ils font des tickets pour rentrer dans tel ou tel fonds. Et en fait, tu peux avoir ça dans plein d'autres types de classes d'actifs. Et moi, j'ai toujours quand même je me questionne toujours sur la connaissance réelle que les consommateurs ont sur les sous-jacents. Parce que le private equity, c'est un investissement que tu fais pour 10 ou 15 ans. Il y a très peu de liquidité dessus. C'est des investissements qui nécessitent beaucoup de patience. Et je suis pas toujours certaine pour ce type de classe d'actifs-là si il y a une connaissance suffisamment approfondie. Tu peux te poser la même question sur la crypto, typiquement. Tu peux avoir accès sur des plateformes comme par exemple Finari. Tu peux investir en crypto ou sur Shares. La question que je me pose, et je pense qu'ils mettent en place tous les, si tu veux, tous les écrans et toutes les informations qui sont demandées par les régulateurs financiers pour informer les consommateurs, mais je pense qu'il n'y a pas nécessairement une maturité des consommateurs traditionnels sur ces classes d'actifs qui sont quand même des classes d'actifs alternatifs. Donc voilà, c'est un questionnement que j'ai et voilà, je pense qu'il y aura quand même quelques surprises dans les prochaines années parce que les gens vont se rendre compte que finalement, investir en start-up, bah, tu peux quand même tout perdre. Même si on te le rabâche, c'est plus compliqué quand on te rend rien après 3 ans d'investissement en start-up. Donc voilà, je pense qu'il y aura des surprises. Et puis, ouais, d'autant que le régulateur fait ce qu'il peut, entre guillemets, mais en général, il y a quand même un lag entre ce qu'il propose pour réguler des types de comportements peut-être moins transparents, et puis ce que les gens ont déjà investi dedans, quoi, tu vois, avant. Oui. Il y a un autre truc, attends, que je voulais quand même mentionner, et ça, c'est aussi un des points dont je ne me rendais pas compte avant que je commence à mettre mon nez dans la fintech, c'est le côté embedded, le fait que tous les acteurs travaillent les uns avec les autres. Donc, par exemple, une boîte qui va te permettre de faire du trading, qui te mettra à disposition des actions fractionnées. Donc, soit c'est elle-même qui va fractionner les actions, mais elle passe par éventuellement un émetteur d'actions fractionnées. Enfin, un producteur, distributeur d'actions fractionnées. Tu peux avoir aussi une fintech qui va travailler avec un établissement de paiement ailleurs, hein, parce que il lui manque telle ou telle licence. Donc, on va dire c'est du license as a service. Il va travailler. Donc, l'un des acteurs les plus connus dans le paiement, par exemple, pour faire du paiement pour les fintechs, c'est Modular. Qui est basé aux Pays-Bas. Et donc, si tu regardes en fait une fintech de l'extérieur, tu as une marque, mais en définitive, si tu regardes les différentes prestataires avec lesquels travaillent ces fintech, tu vas te rendre compte qu'en fait, il y a une dizaine de prestataires pour offrir du contrat d'assurance vie, pour offrir des actions fractionnées, pour offrir de la crypto, etc. Et moi, je me questionne toujours, pour l'avoir vécu quand j'étais chez UBS, quand tu investis, en fait, tu n'as pas conscience de ça. Mais en réalité, c'est ce qu'on appelle ça la chaîne de sous-traitance. Tu sous-traites à différentes parties prenantes. Tu es censé faire un contrôle et il y a des acteurs que moi j'ai vus dans le passé qui n'ont pas conscience en fait de la responsabilité qu'ils ont pour monitorer ces différents sous-traitants. Et donc il y a toujours un risque dont tu n'es pas du tout, je dirais, conscient quand tu investis au travers de ces plateformes. C'est justement le risque de réaction en domino de ces acteurs les uns avec les autres. Voilà. Ça, c'est un des points, je trouve, important à rappeler. Et là-dessus, il y a pas une obligation de moyens de ces sociétés, au moins de donner de l'information, quitte à ce que ça soit officiel, hein, si tu veux, mais qui va aller lire les conditions générales? Moi, je les lis, hein. Donc non, mais je sais, j'en suis consciente, mais je pense que tu te rends pas compte. Voilà, quand
t'as un émetteur derrière ou quand tu vois, moi je pense à ça parce que quand il y avait eu le cas Lehman Brothers, on avait fait de la structuration. Alors c'est encore dans un autre domaine, mais tu structures des produits structurés avec derrière des émetteurs. En l'occurrence, on avait structuré avec Lehman Brothers, donc on avait fait une structuration avec BNP et derrière c'était un émetteur Lehman Brothers. Bah, tu te retrouves avec un produit structuré qui ne vaut plus rien, même si derrière il y avait eu des très bonnes notations de la part de S&P, Standard & Poor's, etc. Ça m'avait quand même marqué en me disant bah mince, en fait tu représentes je dirais pas le producteur mais celui qui a synthétisé le produit structuré, et puis derrière bah tu te rends compte qu'en fait c'est plus compliqué que ça, quoi. Je suis complètement d'accord. En fait, j'ai le même sentiment. Tu cumules les risques de contrepartie, en fait, parce que même si c'est pas le produit fini, n'appartient pas à la plateforme qui fait défaut, le fait qu'elle ait les mains dedans, en fait, bah, ouais, tout à fait. tous les fonds sont bloqués. Dans le cas, j'imagine, les Lehman Brothers, dès le défaut de paiement, bah, tout le fonds, voilà, tu peux plus accéder à tes fonds, même s'ils proviennent de manière indirecte, au final, d'une autre institution financière. Ouais, t'as pas du coup l'impression qu'il vaut mieux. Et j'ai cette même approche aussi cette même sentiment quand je vois des produits financiers qui sont à des tickets d'entrée ridicules pour, tu vois, appâter le client. J'ai tout instinctivement, tu vois, un peu de genre la sonnette d'alarme dans ma tête qui me dit là, il y a forcément plus de trucs compliqués à comprendre. Non, pas nécessairement, je pense pas. Mais en revanche, c'est d'une manière générale, je pense qu'il faut quand même aller gratter et à comprendre réellement comment ça fonctionne. Et normalement, les boîtes sont censées le faire. Tu vois, si tu regardes les guidelines de l'EBA, il y a des guidelines qui sont donnés par l'Europe, si tu veux, pour éviter ces risques-là. Après, c'est à toi de respecter. Et t'es normalement audité pour voilà, t'es censé les respecter, toi, en tant que prescripteur de produits pour les consommateurs. Mais bon, t'as toujours quand même des mauvais élèves qui font pas bien leur taf, quoi. Ouais, bien sûr. Non, mais j'ai cette impression que plus, toi, l'user interface est beau, plus le montant est accessible pour commencer à investir, plus la promesse est belle aussi, tu vois, type, et voilà, là, j'exagère évidemment, mais genre private equity à partir de 10 euros, tu vois, un genre de truc qui te semble un peu, voilà, plus c'est facile, j'ai l'impression, plus, voilà, moins c'est direct entre toi, ce que tu mets dans l'argent et où est-ce qu'elle va et où est-ce qu'elle va produire le rendement que tu attends. Mais là, tu marques un point et on n'en a pas parlé, c'est la couche de frais. Et ça non plus, tu n'en es pas conscient. Quand on te fait miroiter des frais sur le private equity, il faut être conscient derrière que quand tu packages des produits qui sont accessibles à moins de, mettons, 100 000 euros, ça veut dire derrière que tu vas avoir des montages et de la structuration qui coûtent quand même assez cher pour ces boîtes. Et donc, bah, il y aura quand même un coût sur ta performance. Donc, dans la performance nette réelle dans ta poche, tu vas quand même être pénalisé par rapport aux investisseurs institutionnels. Il faut en avoir conscience. C'est pas toujours le cas, hein. Dans un court instant, on verra quels sont les risques cachés liés à la sous-traitance sur les produits financiers. Qu'est-ce que le Web3 et la tokenisation des actifs va changer pour nos investissements et comment Solène voit l'avenir de la finance. À tout de suite. Et où est-ce que tu penses que ces plateformes vont aller? Enfin, il y a eu beaucoup d'innovations, on l'a dit, mais il y a aussi beaucoup de plateformes qui ont fait défaut. Est-ce que tu crois que ça va se consolider? Par exemple? Enfin, ouais, dans l'immobilier, je pense à, tu vois, évidemment. Ouais. Ok. Tu comprends. Mais d'ailleurs, c'est pas exactement. Enfin, là, je pensais à Mastéos là en tête. Mais c'est pas forcément des. D'ailleurs, c'est pas forcément du financement participatif pour proprement parler. Mais tu vois, je me dis qu'il y en a trop aussi des acteurs pour que si on regarde une vision prospective, ça soit le paysage dans 10 ans, tu vois. Non, après, t'auras quand même, ça deviendra un peu plus mainstream entre guillemets de la part des acteurs plus traditionnels d'offrir ce genre de choses. J'espère en fait que ça va être plus facile d'accéder à ces classes d'actifs au travers de banques établies et que ça devienne un petit peu normal d'y accéder. Est-ce que tu crois que justement les grosses institutions financières historiquement qui servaient les plus fortunés au travers des family office ou quoi, est-ce qu'elles sont tentées, ces entreprises, ces institutions financières, d'aller
chercher d'autres clients que finalement des gens bien informés, qui prennent les bonnes décisions, qui ont déjà du capital à investir. Enfin, est-ce que tu sens qu'il y a même un intérêt finalement à aller voir le particulier, quoi, pour ces gens-là? Non, je pense que non, tu as une spécialisation. Les family office ou les banques privées, en l'occurrence, ont tendance à plutôt vouloir servir du client high net worth individual. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as vraiment de la place pour la couche, on va dire, core affluent, qui est, semble-t-il, la moins bien servie jusqu'à présent. Et c'est pour ça que tu as des acteurs comme par exemple Rockfi, je sais pas si tu connais, ou Ramify, qui vont rentrer sur cette catégorie de population qui n'est finalement pas si bien servie que ça. Là aussi, enfin, je sais pas, j'aimerais bien ton avis là-dessus, mais on parle toujours, même ici sur ce podcast, d'éducation financière, d'informer les gens au mieux. Mais un petit peu pour jouer l'avocat du diable, je me dis, est-ce qu'il y a un intérêt pour les personnes d'être un particulier, tu vois, qui a peut-être, je sais pas, 10 000 euros à mettre quelque part, d'être aussi bien formé peut-être que les conseillers de ces family office, les family officers, pour accéder à des produits qui, a priori, facialement ont des très beaux rendements, tu vois, mais est-ce qu'ils ont pas mieux à faire, ces gens-là, de consacrer leur temps et l'énergie sur des projets à eux où ils dégagent vraiment de la valeur plutôt que de comprendre un petit peu tout? Et est-ce qu'ils ont intérêt même financièrement, tu vois? Est-ce que vraiment les performances, voilà, là on n'est pas sur du conseil, hein, je te rassure, mais juste sur ce que tu as observé, est-ce que vraiment, tu vois, il y a cet attrait, cet intérêt d'aller sur des produits qui sont a priori disponibles aujourd'hui qu'au family office, au high net worth? Non, mais alors je sais pas si j'ai bien compris ta question, et je pense que ça vient vraiment de ton besoin client. En fait, c'est les clients qui poussent en fait pour avoir accès à ces produits-là, je pense. Et je pense que la population des conseillers elle-même doit se former sur ces classes d'actifs-là. Si tu penses au private equity, c'est quand même assez nouveau, la retailisation, la démocratisation du private equity, si on parle de la France en particulier, par rapport à d'autres pays. Et donc, il y a un enjeu aussi de formation pour donner les bons conseils aux clients, parce que les clients viennent voir leur conseiller avec ces classes d'actifs en disant j'ai envie d'investir dans tel fonds de private equity, j'ai vu telle offre, etc. Et c'est un enjeu critique pour ces conseillers de donner justement de transmettre, d'expliquer à leurs clients les risques derrière, les soucis de liquidité, de bien comprendre les performances, d'expliquer les différentes stratégies qui existent. Et très honnêtement, moi, quand j'ai commencé en banque privée en 2003, je connaissais rien du tout à ça. Et c'est en 2007 que j'ai commencé à découvrir en fait le private equity. Je trouve que c'est quand même relativement récent. Et je pense que encore une fois, j'étais dans des banques qui étaient des banques spécialisées dans la gestion de fortune. Donc on était déjà, je pense, bien en amont de pas mal d'autres conseillers. Donc voilà, je pense que c'est un gros enjeu dans les prochaines années. Où est-ce que tu penses que le Web3, crypto, quelle est sa place dans tout ça? Enfin, il y a beaucoup d'énormes attentes. Je sais pas si elles sont réalistes, tu vois, que ça soit de la tokenisation d'actifs réels, qui sont de nature très immobiles, comme l'immobilier notamment, ou très opaques, et qui pourraient être, tu vois, aider, faciliter à être mis dans les mains du retail, en le fractionnant, le rendant liquide, etc. Il y a évidemment tout ce qui est lié à la blockchain et ses attributs. Comment tu vois, toi, aujourd'hui, le Web3 dans cet univers? Écoute, alors il y a eu toute une vibe, en effet, ces dernières années avec les NFT, avec l'explosion de la crypto. J'avais fait un entretien avec Pascal Gauthier au tout début de mon podcast et j'avais déjà halluciné des chiffres qu'il me donnait. Donc avec une adoption de la jeune génération pour ces cryptoactifs, ces actifs digitaux. Donc c'est vrai que cette vague est un tout petit peu passée, mais je pense qu'il y a maintenant un intérêt fort quand même s'il est moins fort qu'avant, mais il reste là pour les cryptoactifs. Moi, je suis très intéressée par la partie infrastructure, parce que si tu regardes la technologie blockchain et ce qu'elle va avoir comme impact sur les infrastructures de marché, là tu rentres dans quelque chose de super intéressant, avec beaucoup moins d'intermédiaires, donc beaucoup moins de frais, beaucoup plus de rapidité. J'avais fait un épisode sur Spyco,
Spyco, c'est un acteur français qui est réglementé par l'autorité des marchés financiers et qui tokenise les parts de fonds monétaires. Ils ont 2 fonds déjà. Ils ont déjà sorti un fonds euro, un fonds en dollars. Et c'est très intéressant. Alors c'est un épisode où je décortique en fait toute la complexité que c'est pour en fait toute la partie infrastructure, si tu veux. Donc moi je crois énormément à la tokenisation dans ce cadre-là, qui va faciliter en effet pas mal de choses et réduire les coûts et donner accès à des classes d'actifs qui sont assez liquides à plus de personnes. Après, c'est pas encore très mature. Tu as quand même des gros acteurs, par exemple, je pense à KKR, qui était un des tout premiers à bouger aux US en tokenisant un de ses fonds. Mais voilà, c'est encore quelques headlines, mais tout le monde s'y met pas encore. Donc moi, j'y crois beaucoup et j'ai fait des épisodes vraiment spécifiquement là-dessus sur des use cases dans l'immobilier et c'est passionnant. Mais je pense que c'est pas encore très mûr. Il y a encore un peu du chemin à faire. Ouais, on est encore dans la promesse, on n'est pas encore dans la réalisation vraiment du truc, mais on peut le toucher du doigt, on peut le voir, on peut le comprendre que voilà, avec les concepts qu'on nous vend sur la blockchain et la réalité qu'on connaît, il y a un pont à faire qui, quand il sera fait, effectivement, ça va, je pense, révolutionner le... Alors là, on en parle, je fais une petite parenthèse, on en parle dans le B2C, mais c'est tout à fait valable dans le B2B pour par exemple des rails de paiement complexes. Je pense à une boîte qui a été financée par Serena Capital entre autres, qui s'appelle Fipto et qui te permet justement d'aller faire des paiements en utilisant la blockchain dans des pays plus complexes parce que des paiements c'est très compliqué en fait. Si tu sors de la zone CEPA, ça devient compliqué, très cher, tu sais pas tracer les paiements, etc. Donc ça c'est aussi des use cases que je trouve super pertinent et derrière t'as tout ce qui va se décliner parce qu'à partir du moment où tu fais du paiement en utilisant des crypto-monnaies, et tu vas devoir faire ta comptabilité en fiat et crypto et donc derrière tu vas avoir des acteurs qui vont te permettre de faire ça. Donc ça c'est un écosystème que je suis beaucoup. On n'a pas trop parlé d'une manière générale de la fintech B2B, mais là c'est juste gigantesque en fait tout ce que tu peux retrouver. Et c'est justement ces innovations auxquelles tu penses, est-ce qu'elles vont avoir quelle déclinaison elles vont avoir pour le consommateur final? Ça va être complètement transparent, on est sur l'infrastructure, la rapidité des services, la qualité des services, etc. Ou est-ce que nous, quand je dis nous, c'est l'investisseur particulier, à quelle révolution ou innovation il peut s'attendre justement dans les prochaines années? Et, par exemple, je pense à la surtech, je pense à l'assurance paramétrique. Il y a un acteur en France qui est très connu, dans le B2B encore une fois, qui s'appelle Descartes Underwriting et qui te permet de faire ça. Donc l'assurance paramétrique, ça va vraiment te permettre d'être couvert quasi en temps réel en fonction de modèles d'intelligence artificielle qui vont tourner et qui vont faire des modèles prédictifs quand ils calculent la prime, ils sont capables d'estimer de façon beaucoup plus fine le montant de la prime et puis s'il y a un dommage qui intervient à ce moment-là de faire le remboursement de façon très rapide. Ça c'est un des cas. Tu vas avoir aussi l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc je reviens encore sur tout ce qui est règlement des litiges. Au lieu d'avoir un acteur, une personne physique, un agent qui va t'aider à comprendre quel a été ton dommage, à t'aider à faire ta déclaration et puis décider, faire passer à son chef, etc. C'était un petit peu comme ça auparavant. Ils automatisent tous les processus et ils ont vraiment et pour certains en utilisant l'IA, et c'est pas du pipeau, c'est vraiment l'IA pour automatiser et ne faire que l'agent, et faire intervenir l'agent en bout de chaîne et pour les discussions avec le client, par exemple. Donc ça a un impact énorme. Et puis tu vas avoir aussi tout ce qui va être, j'en parlais avec la fondatrice d'une boîte qui s'appelle Olympe au pluriel, et qui aide les femmes à réellement déterminer leurs besoins en matière d'épargne avec des processus
au travers desquels passent ces femmes. Alors ils ont quelques clients hommes pour voilà en termes d'éducation, pour être éduqués sur la finance en général et savoir quels sont leurs besoins en matière d'épargne. Ils ont vraiment utiliser aussi des neurosciences. Enfin, c'est super intéressant. Donc ça, c'est aussi clairement, ça va avoir un impact sur pas mal de consommatrices pour le coup, et pour les accompagner dans la compréhension des produits financiers et les aider à placer leurs finances personnelles. Ok, ouais, donc Alors, épargne, pardon. ouais, il faut du coup prêter attention ouais, à tout ce qui va arriver sur le secteur et pas juste s'en remettre à son conseiller bancaire, j'imagine. Ah non, c'est dingue. Moi, je suis ébahie. Toi, ça fait 4 ans que j'ai lancé mon podcast. J'ai eu 300 invités. Et donc, je fais une veille continue sur plein de boîtes. Et à chaque fois, je suis épatée en me disant, mais c'est incroyable, il y a ça, c'est encore disponible. Et alors, je découvre donc plein de nouvelles choses que je connaissais pas. Et puis, voilà, l'émergence de nouveaux business models, des classes actives qui n'étaient pas disponibles, qui se mettent à être disponibles. Moi, ça me fascine. Tu penses que ouais, c'est peut-être des deux côtés, mais tu dirais que c'est où est-ce que les changements sont peut-être les plus marqués côté consommateur, accès à des produits de façon voilà, comme tu disais, qui n'étaient pas liquides avant, ou côté entrepreneur et tu vois, entrepreneur, je parle aussi prestataire de services aussi, de pouvoir avoir lever des fonds, enfin c'est pas des levées de fonds, mais avoir accès à du capital aussi de manière beaucoup plus capillarisée et intense. Tu vois, c'est des deux côtés à égale mesure, tu penses ou Bah écoute, je pense que c'est des deux côtés. Après, l'accès au capital, c'est pas aussi facile que ça, hein. C'est pas parce que tu peux rendre accessible ton capital que tes investisseurs vont investir. Forcément, il faut mettre en place une communauté qui croit en ton projet, etc. Donc il y a des outils qui sont disponibles. Non, je pense que ce qui est intéressant, c'est principalement sur ce dont on a parlé pour le consommateur. Et tu vois, en reparlant des banques, si tu penses à la façon dont les banques évoluent aussi, les banques, elles deviennent de plus en plus elles utilisent de plus en plus de plateformes, elles mettent de plus en plus d'API à disposition pour leurs clients corporate ou leurs clients consommateurs. Elles travaillent aussi en partenariat. J'avais fait un épisode spécialement là-dessus avec un prestataire qui travaille avec les banques, quasiment toutes les banques en France, s'appelle Obendi, et qui aide les banques à mettre à disposition en marque blanche des plateformes pour, par exemple, la jeune génération. Tu vois, avec plein de connexions à plein d'outils pour ces jeunes. Donc ça, c'est super intéressant à regarder, voir comment ça va évoluer, parce que c'est un trend qui risque pas de s'arrêter, hein. Et donc ce que tu vois au niveau des banques, tu vas pouvoir le voir au niveau des assureurs aussi, hein. est-ce que tu t'en mentionnais aussi quand tu parlais de la crypto que beaucoup de gens et non et ça fait aussi écho. J'ai écouté ton épisode sur So We Fund récemment Ouais. avec Sébastien Coinon et il Benjamin disait Watson. voilà exactement Le CEO, ouais. bien vu tout à fait où en parlant de crypto il disait que les comportements des épargnants de 20 ans aujourd'hui sont plus les mêmes que ceux de 40 ans, même de ceux qui avaient 20 ans il y a 20 ans. Ouais. Et en parlant en particulier sur la prise de risque et le crypto, etc. Est-ce que toi, tu as vu aussi des différences des générations actuelles avec les générations plus anciennes? Parce que d'un côté, on a parlé accessibilité et puis de formation de manière générale, mais est-ce qu'il y a aussi des différences générationnelles sur comment les gens épargnent et investissent quand on a 20 ans aujourd'hui dans notre monde? Moi, ce que je trouve super intéressant, c'est le côté communauté. C'est pour ça que je trouve intéressant, tu vois, de voir comment évolue Shares. J'avais eu le CEO de Shares, Benjamin Chemla, sur mon podcast. C'est intéressant parce que justement sur Shares, il y a le côté communautaire, tu vois. Donc je pense que tu investis beaucoup plus avec tes copains, tu regardes beaucoup plus, la parole s'est vachement libérée, tu vois. Si tu regardes aussi ce que Finari, toute la communauté que Finari draine autour de la startup, il y a plein de, tu sens qu'il y a une adhésion forte autour de Mounir qui est le CEO. Et donc je pense que ça c'est un des points qui est très différent. Avant,
t'étais beaucoup plus dans le conseil, tu allais plus voir ton banquier, ton conseiller pour savoir comment t'y prendre. Maintenant, tu as des plateformes qui te donnent accès, mais tu as aussi des communautés qui se créent avec des communautés de femmes investisseuses, des communautés de jeunes étudiants investisseurs, des communautés. Enfin, c'est assez étonnant. Donc ça, je trouve, c'est une très grande avancée et un côté très positif pour les investisseurs. Ouais, j'ai tendance à partager ton point de vue. Ouais, je me pose juste la question si, d'un côté, le fait je trouve de démystifier tout ce qui est lié à l'argent, c'est pour moi c'est positif finalement parce que l'argent n'est qu'un moyen et c'est vrai que pendant longtemps on a toujours vu, enfin il y a des comportements un peu anciens qui est de préserver, d'être un peu bloqué sur l'argent et le fait de pouvoir justement plus le considérer comme un flux, un moyen et de pouvoir le gamifier entre guillemets, en tout cas pouvoir voir ce qu'on peut faire quand on fait partie d'une communauté, où est-ce que vont les fonds et à quoi ils servent, etc. On n'a pas parlé non plus de finance d'impact, mais oui, j'allais t'en parler aussi. Ouais. Ça fait peut-être partie aussi de la même mouvance. Et de l'autre côté, je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train de justement de trop démystifier et d'inciter des comportements, tu vois, peut-être un peu moins responsables. Bah oui, il y a forcément tout ce qui compte. Par exemple, le copy trading, c'est un peu chaud parce que tu copies un portefeuille, mais tu n'as pas le track record de l'investisseur. Ça se trouve, ça fait 10 ans qu'il est investi. Voilà, ça fait partie des écueils, mais encore une fois, c'est vachement lié à l'éducation financière. Et tu vois, il y avait eu j'avais signé une pétition il y a quelques mois qui avait été organisée, entre autres, par PixPay, par France FinTech, etc., pour forcer en fait l'éducation nationale en France à mettre ça dans les programmes. Si tu regardes ce qui se fait, par exemple, en Allemagne, dans les pays nordiques, etc., ça fait 20 ans que c'est dans les programmes scolaires. Et en fait, si tu regardes dans l'Europe, il y a vraiment une distinction nord-sud. Dans les pays du sud, ça commence à rentrer un petit peu plus dans les mœurs, etc. Mais les pays du nord, ça fait déjà 20 ans. Donc je pense que en fait, ça devient assez, ça devient de plus en plus mainstream. Mais je suis d'accord avec toi, il faut être quand même averti. Mais c'est aussi grâce à ton podcast que tout le monde va être averti. Exactement. Ouais, humblement, comme toi, on fait notre. C'est ça. Non, écoute, c'est top. Quels sont les apprentissages les plus marquants que tu as eu sur 150 épisodes maintenant 200, ouais, si tu comptes les hors-série, presque 300. Ouais, alors je pense qu'il y a, je dirais, 2 points. Le premier, je l'ai déjà mentionné, c'est le côté embedded. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, d'être quand même conscient de comment ça fonctionne. Donc, comprendre ce que c'est qu'une action fractionnée. Comprendre si on va recevoir, je sais pas, des dividendes, des choses comme ça. Comprendre bien les frais qui sont pris. Donc aller dans ce niveau de granularité. L'autre apprentissage, c'est de ne pas se laisser prendre par les modes. Tu vois, d'avoir en tête ton appétence au risque, avoir en tête ton asset allocation, savoir quel est ton horizon de placement, de quand même toujours te tenir à tes principes de base et pas aller vers des choses que tu comprends pas aller vers des choses parce que c'est la mode. Tu peux tester avec un petit peu, mais voilà, si tu te sens pas à l'aise, ça te permet de pas perdre tous tes sous. Donc pas céder, tu vois, à la tentation, j'ai envie de dire, garder son sang-froid et bien comprendre. Si tu ne comprends pas, t'y vas pas. C'est ça. Non, et c'est parfois difficile parce que tu as une espèce de pression, surtout si tu investis avec des copains et que t'en parles, etc. Tu as une espèce de pression sociale parfois. Et moi, je pense le principe de base, si tu comprends pas, t'investis pas. Très bon principe. Non, excellent. J'aime beaucoup. Non, mais on en parlait aussi avec Mathieu Stéphanie qui disait souvent il reçoit tellement d'invités qu'il a envie d'investir dans tout. Tu vois, il y a tellement c'est l'opportunité du moment. Donc c'est super chouette de pouvoir dire on garde des principes de base et on essaie de comprendre à fond. Ouais, et puis vraiment un des points, mais ça j'en reviens sur le côté embed, etc. Si tu fais ta due deal, si tu commences à travailler sur une plateforme, tu essaies de voir où elle est régulée.
Est-ce que c'est un pays qui fait partie de l'Europe pour essayer de sauver les meubles si jamais tu vois FTX c'est quand même flagrant. Tout le monde s'est fait, enfin il y a plein de gens qui se sont fait avoir comme des bleus et tu dois si tu dois pouvoir joindre un DPO s'il y a un problème de fuite de données, enfin tu vois c'est des espèces de checks je dirais sains à faire avant d'utiliser un produit, avant de rentrer sur une plateforme, etc. Et pas commencer à aller t'onboarder sur des plateformes exotiques qui sont pas régulées en Europe, ou tu sais pas trop où elles sont régulées, tu sais pas non plus quel traitement fiscal tu vas avoir si jamais t'as une plus-value ou un intérêt, des choses comme ça. Ouais. Non, je peux comprendre, et je pense aussi que les scammers, ce qui a fait leur beau jour, c'est le fait que l'immaturité du secteur crypto, là, en l'occurrence avec FTX, un peu too big to fail dans un secteur, mais qui est pas du tout mature, où on se dit simplement, bah, en fait, c'est les règles de ce secteur de pas être comme la finance traditionnelle, mais en fait, sauf que non. Et tu te fais planter, donc c'est clair. Ouais, et puis te former, le point qui est tellement important, c'est de justement avec toutes ces nouvelles plateformes, de te former sur les classes d'actifs, voir les perfs qu'il y a eu, bien comprendre les sous-jacents, tu vois, quand tu as des produits qui sont synthétiques ou des produits ou des fonds, etc., bien comprendre ce qu'il y a derrière et bien comprendre la liquidité, les frais, etc. En fait, toute cette information-là est disponible. Tu sais, tu as ce qu'on appelle des KID. Je sais pas si ça te parle, ou ce type d'outils, des Key Information Documents, etc. Ouais. Tu peux les télécharger. C'est pas facilement accessible. C'est généralement dans les bas de page des sites internet, etc. Et tout est écrit dessus. Et tu peux mettre ça dans ChatGPT et demander une simplification. Non, mais ça peut être des choses comme ça, parce que les KID, c'est très lourd. Ça fait plusieurs pages, etc. T'as des term sheets qui sont disponibles. Il y a beaucoup de choses. Tu vas retrouver les émetteurs. Ils sont obligés, tous ces producteurs de produits, ou les distributeurs sont obligés de les mettre à disposition des clients. Et donc, les personnes qui nous écoutent ont autant accès que n'importe quel autre investisseur à ces produits qui sont retail. C'est un des avantages de l'Europe. Tout le monde tire à boulet rouge sur l'Europe, mais moi, je trouve que quand même, il y a des côtés sympas. T'as beaucoup plus de transparence que sur d'autres marchés. Hein. Complètement. Non, mais super éclairant. Moi, je vais demander, ChatGPT, éclaire-moi, donne-moi un truc un peu plus sexy. Prends ce bas de page et pour moi un résumé sexy pour que je comprenne. Ouais, c'est ça. Quels sont les risques? Tu peux interroger GPT pour comprendre les risques avec des mots simples, mais au moins, tu as fait l'effort de comprendre. Et si tu veux aller plus loin, tu peux dire, tiens, cite-moi quelques entourloupes, quelques scams pour voir quel genre de problème tu pourrais rencontrer. Excellent. Avant de se quitter, je voulais juste migrer à 2 minutes sur Solène, l'entrepreneur, maman de 4 enfants aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont un peu dans l'entrepreneuriat aussi, finalement, dans l'investissement, mais avec une vie de famille aussi assez mouvementée, une vie de salarié également peut-être à côté. Est-ce que tu peux nous dire quelles ont été toi les manières qui t'ont permis de accomplir tout ce que tu as pu accomplir dans ce contexte-là, peut-être? Le premier, c'est écouter mon cœur. Je le dis toujours, mais ça fait peut-être un peu cucu de te le dire. C'est d'écouter mon cœur et de faire les choses qui me plaisent. La deuxième, c'est de faire du sport. Je pense que ça m'a vachement aidée d'avoir cette discipline et de me mettre, tu vois, plusieurs courses dans l'année de trail pour. Ça fait une dizaine d'années que j'en fais. Et tu vois, à part un an, j'ai toujours fait un trail, même si j'ai des petites blessures, des choses comme ça, et ça me permettait de faire ça, d'octroyer du temps pour ma famille de façon vraiment très rigide dans mon agenda pour mes enfants. Mais tu peux t'imaginer qu'avec 4 enfants, de toute façon, naturellement, c'est un temps que tu dois accorder, quoi. Donc, voilà, en résumé. De garder prendre soin de la machine, encore une fois, oui. pour Ouais. Et puis tu vois, un autre point que je trouve intéressant, et il y a plein de gens qui me sollicitent, qui me posent cette question-là, et vraiment la rencontre avec les autres, pas hésiter à rencontrer des gens. Moi, il y a plein de personnes qui me sollicitent. Alors, je peux pas toujours, avoir des one-to-one, mais parfois je le fais et je trouve que c'est toujours hyper enrichissant. Après, il faut pas que ce soit trop chronophage, mais j'essaye d'avoir, tu vois, peut-être 2 fois 30 minutes dans la semaine avec des personnes qui me contactent, qui sont pas du tout forcément de mon environnement, qui ont pas forcément, je dirais, sur le papier quelque chose à m'apporter. Et en fait,
je discute et c'est toujours hyper enrichissant et ça ouvre un nombre de portes incalculable en fait. Ouais, c'est vraiment super. J'ai eu la même réflexion en me mettant un objectif de reach out, tu vois, d'être le premier à prendre l'initiative d'appeler quelqu'un qui est dans mon réseau, mais par exemple quelqu'un qui je vois régulièrement. Il y a toujours quelque chose de positif qui en sort. Non, et les gens hésitent en fait. Je me dis, mais en fait, non, et le cold email, ça marche. Non, et tu vois, moi, j'ai une auditrice qui m'écoute depuis 4 ans, puis qui m'avait contacté il y a 4 ans, et je lui avais dit, j'ai pas le temps, mais si tu veux, je te file, j'ai écrit pas mal d'articles, j'écris pas mal, donc je lui avais envoyé des articles assez inspirationnels en disant, déjà, pioche plein d'astuces que j'ai déjà partagées. Et puis si tu as besoin, tu retournes vers moi. Et elle m'a contacté la semaine dernière en disant est-ce qu'on peut se parler? J'ai vraiment envie que tu me donnes des conseils. Alors j'ai dit ok, appelle-moi maintenant. Je suis dispo. J'avais là une demi-heure, donc on a discuté et tout, et c'était vraiment chouette. C'était vraiment un super échange. Donc ça, vraiment pas hésiter. Give back. Ouais, complètement. Bon, tu parlais justement des articles que tu écris. Est-ce qu'il y a des ressources peut-être que tu pourrais indiquer pour les auditeurs sur les sujets dont on a vu, que ça peut être des podcasts, des livres, des articles? Écoute, alors il y a plein de fintech qui existent plein de newsletters qui existent en anglais que je lis. J'en ai une dizaine. Si j'en prends 2 en tête, il y a Fintech Radar qui est top. Il y a aussi Fintech Brain Food de Simon Taylor qui est génial. En podcast, à citer Mathieu que je salue, que j'aime bien, qui est super justement pour comprendre. Il y a plein de choses. C'est hyper varié à chaque fois. Donc la martingale en anglais. Alors après, moi, ça va être des podcasts plutôt B2B, tu vois. Mais j'aime bien 20VC, j'aime bien aussi le podcast d'Andreessen Horowitz, qui est un fonds d'investissement qui est basé aux US, qui investit dans les startups. C'est All In, non? C'est pas ça? Non, alors attends, The A16Z podcast. Voilà. Il y a celui-là qui est pas mal. Et il y a All In, ouais, mais que j'écoute pas très souvent. Non, après j'écoute plein de podcasts, mais j'écoute plutôt des podcasts philosophiques et anthropologiques, moi. Donc, ça n'a rien à voir avec la fintech. J'écoute Underscore. Vachement. Tu connais Underscore? Ouais, je connais. Top. Je suis fan. Ouais. Non, mais il faut aussi diversifier, parce que sinon, à un moment donné, t'es trop dans ta niche tout le temps, si tu vois plus autre chose, donc il faut prendre de l'oxygène assez ailleurs, quoi. Non, tout à fait. Donc, j'écoute Sismic, Vlan, des choses comme ça. Excellent. Bon, écoute, Solène, ça a été un plaisir de partager ce petit moment de podcastique avec toi. Merci, Pago. Et puis, je mettrai toutes tes notes, évidemment, toutes les informations dans les notes de l'épisode. Pour te contacter, j'ai oublié, pour te contacter, c'est quoi le meilleur canal, du coup, pour les personnes? LinkedIn, ouais. Ok. Voilà. Tu m'envoies un DM sur LinkedIn et je réponds toujours. Sauf les spams. Ouais. Évitez d'avoir l'air spameux quand vous contactez Solène, s'il vous plaît. C'est fou, j'en ai 3-4 par jour, c'est horrible. Ouais, c'est rançon de la gloire, qu'est-ce que tu veux. Merci infiniment, Solène, c'était vraiment cool. Merci Paco, à bientôt. Salut. À très bientôt. Salut, ciao.